Bonjour et bienvenue sur le plateau de Découvrant les nouveaux talents DNT en sigle, toujours présenté par Priska Monama et produit par Erlen Studio. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes avec une personne à qui nous laisserons le temps de se présenter. Merci à vous, très chers téléspectateurs, chers internautes, pour votre fidélité. Alors, sur les antennes de Erlen Studio, restez connectés, excusez-moi, pour la suite de l'émission. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Les téléspectateurs, les internautes ainsi que moi-même aimeront savoir qui vous êtes. Merci Presta pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes talents qui sont autour de moi. Je suis très content d'être invité par vous. Moi, c'est Mohamed Bessa. J'ai 41 ans. Ok. Je suis tunisien. Je suis le cofondateur de Africaise, qui est principalement un magazine et une page Facebook destinée pour les subsahariens. On en reparlera après. Moi, je suis ingénieur statisticien. Je travaille dans une société privée et j'ai pas mal travaillé sur des projets au niveau de l'Afrique subsaharienne. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays. Et aujourd'hui aussi, je suis membre du Centre africain de l'intelligence économique. Je travaille aussi sur différents sujets liés à la communauté subsaharienne pour pouvoir promouvoir l'activité des subsahariens en Tunisie. Promouvoir. Vous voulez savoir autre chose? Je pense que c'est largement suffisant ce que l'on sait déjà. Promouvoir les activités des subsahariens, vous constaterez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas avec un jeune talent comme d'habitude, mais nous sommes avec une personne qui a déjà de l'expérience, et ce pour aider la jeunesse qui nous suivent toujours dans les buts de booster les autres, booster la jeunesse à apprendre davantage et surtout à travailler pour le bien-être de l'Afrique en général. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de tout ce que vous êtes. Comment on fait pour être toutes ces personnes à la fois et pouvoir tenir dans 24 heures d'une journée? Ah, c'est une très bonne question. Bon, moi, je fais de mon mieux. Après, on ne peut pas atteindre tous ces objectifs en une seule journée. C'est vrai que Africaise, bon, je suis pas seul. Je suis déjà le cofondateur de la société, mais il y a Monsieur Marx Meyer qui est plus jeune que moi, et qui est ivoirien, qui travaille avec moi sur la création de contenu, sur la couverture d'événements, sur l'animation de la page. Donc, je suis pas seul. Donc, la motivation, quand il y a de la motivation, je fais des choses. Quand il y a un mandat de motivation, il y a Marc qui prend le relais avec aussi d'autres membres de l'équipe pour pouvoir assurer l'enrichissement du magazine et la couverture des activités. En parallèle, bon, je suis sur d'autres sujets. Je fais de mon mieux pour trouver un équilibre, mais c'est pas évident aussi, parce que je suis aussi père de famille. J'ai 2 enfants et aussi eux aussi ils me sollicitent pas mal sur plusieurs sujets. Donc bon, j'essaie de tenir sur les 24 heures. Bon, comme j'ai dit, c'est pas évident, mais c'est un beau challenge. Et notre continent mérite cet investissement. Notre continent mérite cet investissement, surtout par Africaise aujourd'hui, qui informe plusieurs subsahariens ici en Tunisie. Comment et pourquoi a commencé Africaise? Alors, Africaise, c'est le résultat d'une rencontre. Moi, en 2018, en août 2018, Monsieur Marx Meyer était un stagiaire dans ma société et on a réfléchi ensemble à lancer un truc pour la communauté subsaharienne en Tunisie, sachant que moi, avant, j'ai fait comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai visité plusieurs pays subsahariens. Je suis tombé sur le charme de l'Afrique subsaharienne, donc j'ai côtoyé pas mal de personnes. J'ai vécu là-bas dans la vraie Afrique subsaharienne, pas en tant qu'expatrié. J'ai côtoyé les subsahariens au quotidien. Donc, quand je suis revenu en Tunisie, j'ai voulu continuer l'aventure. En échangeant avec Marx, on a dit, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de subsahariens en Tunisie, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune information par rapport à l'activité des subsahariens, ce que font, les success stories, tout ce que l'on entend dans les infos, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, et ça ne reflète pas du tout la réalité des choses.
Et on a dit, bon, on va faire quelque chose. On a réfléchi un peu et on a commencé à lancer le magazine au début. C'est un magazine qui parle pas politique, qui parle pas religion, qui parle sport, qui parle culture, qui parle fashion. Et c'est un magazine qui est ouvert avec un réseau de rédacteurs qui viennent juste poster leurs articles. Et nous aussi, on poste nos articles sur le magazine. Puis après, on a forcément migré vers le digital, donc la page Facebook, la chaîne YouTube. On est aussi sur les autres réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et petit à petit, on a commencé à avoir une réputation du premier magazine par les subsahariens pour les subsahariens. C'était un peu ça le challenge. Et depuis, on a pas mal évolué sur beaucoup de sujets. On a organisé des événements, on a couvert plusieurs événements, on a eu des échecs aussi, on a aussi essayé d'être la voix des subsahariens en Tunisie en faisant un truc qui parle aussi aux Tunisiens avec un langage subsaharien. Donc voilà. Donc ça a commencé par une petite idée, mais un grand rêve. Et le rêve se poursuit aujourd'hui. On a beaucoup d'ambition pour aller de l'avant. Vous avez plusieurs ambitions pour aller de l'avant. Le rêve se poursuit, comme vous aviez dit. Mais pourquoi avoir choisi d'écarter la politique et la religion? Pourtant, ce sont des sujets qui unissent tous les peuples chaque jour au quotidien. Je pense que aujourd'hui la politique ça n'unit pas trop les peuples, hein. Surtout en Afrique, ça divise énormément. Vous voyez tout ce qui se passe sur le continent aujourd'hui, c'est le résultat des politiciens. Peu importe le pays. Je pense que le pouvoir et la force de l'Afrique, c'est les citoyens. C'est vraiment l'Africain au quotidien, à travers la culture, à travers l'art, à travers le sport, beaucoup plus qu'à travers la politique. Moi, personnellement, j'ai un avis assez tranché par rapport à la politique en Afrique et par rapport au choix des politiciens. Même ici en Tunisie, vous voyez que après la révolution, on a pas mal souffert de la politique. Donc on a dit, on voulait pas diviser déjà les subsahariens en nations, en pays et en partis politiques et cliver encore plus la vie des subsahariens. La même chose pour les religions. C'est un sujet qui peut des fois être un sujet à polémique. Donc on voulait éviter ça. Et on a vu que pour la politique, il y a Jeune Afrique et les autres magazines qui sont spécialistes depuis très longtemps sur les sujets. Et sur la religion, il y a pas mal de magazines aussi, il y a pas mal de chaînes. Par contre, pour la promotion des jeunes artistes, pour la promotion des idées, pour la couverture des événements, il y a trop peu de magazines qui s'y intéressent. D'ailleurs, c'est un pari risqué parce que si on voulait être rentable dès le début, c'est pas la bonne cible. Clairement, en allant dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups et tout ça, c'est pas là où il y a l'argent. Par contre, c'est là où il y a les idées et on est plus intéressé par les idées que par l'argent. Et on a une intime conviction que les subsahariens en Tunisie font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de bien pour eux-mêmes et pour la Tunisie. Et on a fait indirectement la politique à travers le social en couvrant par exemple les manifestations faites par les subsahariens pour revendiquer le droit au travail, légaliser les histoires de papier. Vous connaissez tous ces sujets plus que moi. Et donc, on était là pour couvrir, pour donner notre avis. Chaque fois qu'il y a des agressions, on les couvrait. Mais il y a toujours l'axe social qui prime sur l'axe politique. L'acte social qui prime sur l'acte politique africain, ça a commencé quelque part, comme vous avez dit, c'était en 2018, c'est cela? Quelles sont les premières difficultés rencontrées par ce magazine aujourd'hui avant d'être ce qu'il est aujourd'hui? Puisque avant, vous n'aviez pas toujours la notoriété, vous n'avez peut-être pas forcément de la visibilité. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées par Africaise?
Alors, c'est vrai qu'on était sur une petite cible et qu'au début, on avait par exemple, pour l'anecdote, on a passé 3 mois pour avoir 1000 abonnés sur la page, sachant qu'on était décidé dès le début de ne pas faire du sponsoring. Donc tout ce qu'on a comme abonnés aujourd'hui sur la page, qui sont aujourd'hui 19 000, sont des vrais abonnés. On n'a jamais sponsorisé la page. Donc les premiers 1000 abonnés étaient très très précieux à avoir et très compliqués. Et aussi au début, on voulait avoir plusieurs rédacteurs qui sont principalement des étudiants qui viennent écrire sur des choses sur le magazine. Et on a découvert que, bon, mais ça c'est très africain, c'est qu'on a une culture orale. On n'a pas trop envie d'écrire et que forcément le sujet en soi ne pouvait pas attirer d'une manière native les subsahariens qui étaient préoccupés par ailleurs par d'autres sujets, hein, des fois assez sensibles. Et on a le fameux proverbe ou le fameux mot qui revient souvent, à ton pouvoir. Ils veulent voir quelque chose avant de s'inscrire avec nous sur le projet. J'imagine que vous avez passé par la même chose. Les gens, en général, n'aiment pas trop prendre de risques et ne croient pas trop à un projet théorique. Ils veulent voir du concret. Et les premiers mois étaient compliqués pour avoir la communauté, pour aussi tracer la charte éditoriale, pour avoir les moyens aussi de couvrir des événements. Il y avait de la demande. Donc c'était assez compliqué, assez challengeant. Heureusement qu'au début, il y a la motivation, et la motivation aide énormément à résoudre ce genre de problème de démarrage. On était aussi convaincus que je dirais que 80% des startups disparaissent au bout de la première année, de la première année. Du coup, on a dit qu'il faut résister au début, passer le cap de la première année et après construire. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez résisté face à toutes les difficultés rencontrées avant de lancer Africaise, et même après le lancement. Vous nous avez parlé tout à l'heure des 1000 abonnés qui ont été difficiles à atteindre, mais aujourd'hui, ayant lancé Africaise aujourd'hui étant pratiquement le premier magazine ici en Tunisie qui parle de tout ce qui est vie des subsahariens et autres, pensez-vous que d'ici 10 ans, par exemple, Africaise serait encore plus grand? Ou vous pensez qu'avec toutes les difficultés rencontrées et surtout le fait aussi que les gens n'aiment pas lire en Afrique, ça c'est vrai, Africaise risque de s'éteindre ou de mourir? Alors, c'est effectivement le sujet aujourd'hui, hein, apprendre à faire de la couverture, à jouer le rôle de relais pour les informations, et surtout après le Covid, commence à poser des questions. En général, dans le cycle de vie d'une start-up, au bout de 3-4 ans, il faut passer une vitesse supérieure. Alors, pour passer une vitesse supérieure, il y a deux choses. Soit continuer à faire de la croissance organique, donc continuer à recruter, avoir des studios, à innover dans les offres, ou alors se faire racheter, ou se faire racheter par une société plus grande qui a d'autres ambitions, qui donne plus de moyens, ou aussi travailler sur les partenariats. Et là, on est en pleine réflexion sur comment passer à un nouveau palier à travers une acquisition ou à travers un partenariat avec d'autres sociétés qui s'intéressent à tout ce qu'on a fait et capables d'aller de l'avant, sachant que nous, en termes de business plan, on a commencé par les subsahariens en Tunisie, mais l'idée c'est de devenir un peu le magazine des migrants sur le continent. C'est-à-dire, si je suis au Maroc et je suis congolais, je vois sur Africaise ce que se fait au Maroc par les Congolais, par exemple, et vice-versa. Mais c'est des grandes ambitions qui nécessitent beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, cela nécessite beaucoup de travail pour toutes ces ambitions. Aujourd'hui, magazine étant, page Facebook étant, comment vous faites pour récolter, je dirais, toutes ces informations à fournir, et ce au quotidien? Alors, on fait beaucoup de veille déjà sur le digital. On a des relais qui nous fournissent beaucoup d'informations très précieuses, et on commence à avoir un contact direct
avec les subsahariens sur tout le territoire tunisien. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on a les photos, on a des articles, des propositions. Donc, c'est vrai, notre force, c'est vraiment le réseau et la veille. C'est les principaux relais aujourd'hui d'information d'Afrique. On fait aussi de la couverture ciblée, mais avec la Covid, ça devient compliqué. Et toutes ces informations que vous récoltez, vous payez pour les avoir ou toutes sont gratuites? Alors, en général, c'est gratuit. En général, c'est gratuit. S'il faut payer, on paye. S'il faut envoyer une équipe pour couvrir, ça dépend du modèle de couverture. Mais on essaie de tenir économiquement parce que le journalisme, ça coûte très très cher. Et quand on a beaucoup d'ambition, il faut avoir beaucoup de moyens. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ces moyens-là pour pouvoir être partout, présent et payer ceux qui relaient l'information. On a mis en place un modèle de partenariat avec, par exemple, la USAC, avec les Tchadiens, par exemple, l'association des Tchadiens, des Camerounais, des Comorés, des Congolais. Donc, on a ce réseau-là avec les présidents d'associations qui, eux, nous fournissent beaucoup d'informations très précieuses. Et on n'hésite pas aussi à faire de la publicité pour leurs activités, pour promouvoir leurs activités et aussi faire connaître tout ce qu'ils font pour la communauté. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années. Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici. Une seule adresse, Erlon Studio. De retour sur le plateau de Erlon Studio, nous sommes avec Monsieur Mohamed Bessa, qui aujourd'hui est cofondateur de la grande page et aussi du magazine Africaise, le plus grand magazine d'information pour et par les subsahariens ici en Tunisie. Nous sommes toujours avec les antennes de Erlon Studio, avec moi Priska Monama. Monsieur Mohamed, tout à l'heure, on a parlé un peu de tout ce qui a été comme histoire de la création d'Africaise, votre évolution, etc. Aujourd'hui, nous le savons que le défi et l'enjeu du développement de l'Afrique, c'est l'éducation, l'instruction et la formation de la jeunesse. Les jeunes qui nous suivent, notre principale cible, quel serait le conseil, vous étant adulte, mais surtout soucieux du développement de l'Afrique, pourriez leur donner afin que ceux qui ont aussi des initiatives telles que la vôtre, d'essayer et d'oser entreprendre dans quelque chose? Alors, c'est vrai que l'éducation, c'est très très important, et c'est la clé de tout. Et moi, je pense que
être dans une bonne université, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'apprendre. Et apprendre, c'est pas être inscrit. C'est deux choses différentes. Et pour apprendre, il faut chercher. Et ce que je souhaite et ce que je recommande pour la jeunesse africaine, c'est de chercher et d'être très curieux et de ne pas se contenter de consommer de l'information et de l'éducation. Il faut chercher et heureusement aujourd'hui, l'information elle est disponible. Après, il faut être intelligent. Et là, au sens de l'intelligence économique, dans sa manière de consommer de l'information, dans sa manière de produire de l'information et par là produire de l'intelligence à l'africaine. On a vraiment besoin d'avoir sur le continent une élite africaine différente de ce qu'on avait avant, consciente des enjeux du continent, africaine sang et âme et capable de changer les choses et se pencher vers l'avant sans aller chercher dans les origines des problèmes. Les comprendre, c'est très bien, mais je pense que ça peut être un frein. Il faut aller de l'avant. Il faut s'ouvrir sur les nouvelles technologies et la technologie aujourd'hui, elle est complètement agnostique par rapport au pays, par rapport aux origines. Elle est disponible pour tout le monde. Il faut y aller. Il faut chercher. Il faut ouvrir des portes. L'entrepreneuriat, c'est très bien, mais après quelques années dans ce monde-là, je dis que il faut certes commencer petit, mais très rapidement penser grand et avoir les moyens. Et les moyens et le financement, c'est le principal challenge pour les start-upers, pour les entrepreneurs subsahariens. C'est pas l'éducation. On en a beaucoup de gens bien éduqués, beaucoup de talents, mais le problème c'est les moyens et faut savoir les chercher. Et pour ça, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Il y a même des techniques de levée de fonds à apprendre. Et là, je reviens sur l'apprentissage pour pouvoir réussir son projet, construire des business plans pour créer des success stories comme Sky par exemple, qui est une startup estonienne qui est devenue aujourd'hui l'une des locomotives de l'offre Microsoft. Il faut créer une success story africaine. On a Jumia, on a aussi au Kenya pas mal de startups. L'idée, c'est de créer un nombre très important de startups travaillant ensemble. Il faut être complémentaires. Quand je dis ensemble, c'est pas que les subsahariens, les maghrébins, tous les Africains sur le continent et surtout la diaspora dans des pays européens ou en Amérique. C'est un vrai relais parce que quand on est né africain, on reste africain et on se comprend bien malgré nos différences et on arrive à avancer ensemble très rapidement, mais à notre manière. Du coup, l'éducation est très importante. Les universités aujourd'hui en Afrique, il y en a pas mal, mais surtout sur Internet, il y en a beaucoup plus. Il faut se certifier, il faut voir ce que font les autres et il faut y croire. Parce que aujourd'hui, l'Afrique est ouverte, c'est un chantier à ciel ouvert, et ce chantier-là doit faire profiter aux Africains au premier lieu, et donc il faut qu'on soit prêt à se lancer dans ces chantiers-là et à construire ensemble l'Afrique d'aujourd'hui avant de penser à l'Afrique de demain. Construire l'Afrique d'aujourd'hui avant de penser à l'Afrique de demain, mais généralement, les jeunes qui veulent s'élancer sont confrontés, comme vous avez dit tout à l'heure, au problème des moyens. Il y a vraiment ceux qui veulent commencer quelque chose, mais par exemple, qui veulent faire du journalisme, mais ils n'ont peut-être pas de caméra, ils n'ont peut-être pas de micro, et ils n'ont peut-être pas aussi la connaissance sur les moyens d'élever les fonds. À ces jeunes-là aujourd'hui qui nous suivent, qu'est-ce que vous pourrez dire afin de les aider à commencer quelque chose? Moi, je peux dire, pour le démarrage, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, ce qui manque, c'est une plateforme d'information, comme Africaise. Je sais qu'il y a des investisseurs, j'en fais partie aussi, même si je suis pas un grand investisseur, mais je suis prêt à aider, et je l'ai déjà fait sur plusieurs projets,
il y a pas mal de Tunisiens, pas mal de subsahariens qui veulent investir, mais qui savent pas où investir. Avoir le matériel pour faire des petits tournages, tout ça c'est un petit investissement. Il suffit de rassurer, de montrer qu'il y a un projet derrière et qu'il y a surtout un climat de confiance pour pouvoir avoir ces investissements. Donc pour les petits investissements, c'est surtout un sujet qui est lié à la confiance, qui est lié à l'échange et à l'information. D'un côté, il y a des investisseurs, des petits investisseurs, qui veulent investir mais qui ne savent pas où investir. Et de l'autre côté, il y a des demandeurs d'investissement qui ne savent pas où aller pour avoir ces investissements-là. Donc, Africaise et vous et d'autres magazines et d'autres personnes ambassadeurs de leur communauté, ils ont une responsabilité très, très importante pour canaliser ces fonds vers les demandeurs. Et après aussi, ces demandeurs-là doivent être porteurs d'idées génératrices de valeur. C'est-à-dire, l'investissement, c'est pas un don. C'est pour ça que au début, malheureusement, Marx n'est pas avec nous aujourd'hui. On a pensé à créer une association pour pouvoir travailler sur l'échange entre les pays subsahariens, etc. Mais au fur et à mesure, on a décidé de créer une entreprise pour que ça soit viable et pour que ça soit rentable et pour s'inscrire dans la durée. Du coup, je dis aux jeunes, il faut il faut aller sur les bonnes portes, demander de l'aide, de l'investissement ciblé et garantir un retour sur investissement. Avoir un bon projet suffit pour avoir les investissements qui vont avec. Après, il y a un problème africain aussi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de confiance, mais un problème de loi, qui fait que aujourd'hui, si un subsaharien veut créer une entreprise en Tunisie, c'est bonjour la galère, c'est très compliqué. C'est très compliqué, oui. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que les textes de loi ne sont pas prêts. Et même si les textes de loi sont prêts, la volonté de créer des entreprises subsahariennes en Tunisie, je parle de la Tunisie parce que c'est un pays que je connais, mais je sais que c'est le cas au Maghreb et dans d'autres pays aussi africains, le cadre légal n'est pas propice à l'investissement en général, et surtout l'investissement étranger pour des migrants. Donc, il y a une réflexion à mener, il y a un changement de législation, il y a aussi un niveau de confiance à avoir dans les textes de loi. C'est-à-dire que moi, si je prête, je dois signer un contrat, et si jamais je ne suis pas remboursé, je dois être sûr que j'aurai les garanties légales pour être remboursé. C'est le vrai deal qui permet de développer les choses. Même si je pense que, heureusement, au niveau du continent, la parole d'un homme africain vaut plus qu'un contrat, mais dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce contexte très particulier, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, comme vous avez dit tout à l'heure, de se fier à une parole, et ce, pas qu'en Afrique, même partout dans le monde, puisque les gens changent du jour au lendemain, mais que vous pensez qu'il est des investisseurs qui veulent investir et des jeunes aussi qui ne savent tout simplement pas où demander. Mais vous, aujourd'hui, connaissant ces investisseurs, quel serait, par exemple, je dirais, cet itinéraire que vous donnerez aux étudiants, aux jeunes qui nous suivent, qui veulent connaître, par exemple, ces investisseurs afin de les aider aussi à les contacter pour parler de leur projet et pourquoi pas trouver du financement? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs déjà. Il y a même un incubateur subsaharien. Koufania? Tout à fait. Il y a aussi le programme Startup Act qui est ouvert à tout le monde, y compris les subsahariens. Il y a les incubateurs d'universités. Je ne veux pas citer des universités. Moi, s'ils payent, je peux les citer. Dans pas mal d'universités, il y a des incubateurs. Je ne sais pas s'ils proposent des investissements, mais peuvent proposer des studios, du matériel pour pouvoir faire avancer les choses. Sinon, il y a les plateformes aussi électroniques. Il y a les associations, les présidents d'associations qui font pas mal de choses. Donc, c'est là où il faut chercher. Et il y a le réseau. Le réseau, c'est ce qui marche le plus.
si vous voulez avoir de l'argent, vous pouvez avoir de l'argent en se basant sur votre réseau. Il ne faut pas rester cloisonné dans sa communauté, dans sa région, et attendre qu'un investisseur vienne. Il faut déjà s'ouvrir. Moi, je sais, puisque je côtoie depuis quelque temps les différentes communautés, je sais que même, moi, je parle d'Afrique subsaharienne, mais déjà, au sein de l'Afrique subsaharienne, il y a certaines communautés qui ne parlent pas beaucoup. Et qu'il y a pas mal de préjugés entre différentes communautés. Déjà, sur ce niveau-là, il faut casser ces préjugés-là et devenir une entité forte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a publié un article il y a quelques jours sur, je ne sais pas quel ministre, même si je ne veux pas trop citer, une ministre ivoirienne qui est venue ici en Tunisie, elle était surprise de savoir qu'il y avait 5000 Ivoiriens en Tunisie. Alors que, je sais, en termes de statistiques, déjà les 5000, c'est sous-estimé. Mais imaginez qu'on n'est pas au courant qu'il y a autant de subsahariens en Tunisie. Si on fait une simple addition du nombre de subsahariens qui sont là, légalement ou illégalement, on se rendra compte très rapidement qu'il y a vraiment une vraie communauté qui pèse aujourd'hui sur le tissu économique tunisien, qui font beaucoup de travail pour les Tunisiens, et vice-versa. Il y a des Tunisiens qui travaillent aussi avec les subsahariens, et ensemble, on pourra devenir une entité très forte d'entrepreneurs, de start-upers, autonomes, capables de lancer des projets, de financer des projets, et de réussir et de créer des success stories. Donc, je reviens à la question du financement. Moi, je pense que c'est le réseau qu'il faudra travailler. Et on est, nous tous ici, investis de cette mission-là. Si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, c'est sûr, il y a déjà, je connais RLF, qui a fait pas mal de boulot pour faire connaître la communauté et tisser des liens. Il y a aussi d'autres associations qui font un travail qui est impressionnant. Il y a des magazines. Ça commence à bouger énormément. Il faut s'inscrire dans ce réseau-là. Malheureusement, quand je vois les statistiques, je vois qu'il y a des étudiants qui sont là, mais pas tous les étudiants. Il y a des étudiants qui n'y croient pas trop. Ils disent qu'on est là juste pour étudier, j'ai pas besoin de la communauté. Il y a d'autres qui ont des problèmes sociaux très très importants et qui sont pas aussi sensibles à la technologie, donc du coup sont pas dans le réseau. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est ramener tous ces gens-là dans une même plateforme. Cette plateforme doit parler, doit être la voix des subsahariens en Tunisie et dans le monde. Et cette plateforme, ça doit pas être juste une plateforme d'information, ça doit être une plateforme d'idées, une plateforme d'initiative, une plateforme de levée de fonds et d'investissement. Et ça fait partie aussi des projets d'Africaise d'aller vers ce genre de financement, d'aller vers ce genre de projet, mais c'est quelque chose qui se fait avec un ensemble d'intervenants convaincus de cette idée et capables d'aller de l'avant, plus la législation qui doit aussi changer vers cette orientation. La législation qui doit changer vers cette orientation aujourd'hui, pour revenir à Africaise, comment vous voyez Africaise dans ses projets d'ici 5 ans? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se voit pas tout seul, déjà. Je profite de cet échange-là pour dire que Africaise, c'est une plateforme ouverte déjà. Et il faut qu'on arrive à identifier le bon partenaire pour passer vers une étape supérieure. On a pas mal de projets très ambitieux et rentables dans les tuyaux. On a quelques projets qu'on a déjà lancés, qui sont nouveaux et qui sont rentables aujourd'hui. Et dans 5 ans, on pense devenir vraiment la plateforme numéro 1 par les subsahariens, pour les subsahariens, pas que en Tunisie, mais partout sur le continent. Partout sur les continents. Ça a été un plaisir d'être avec vous, Monsieur Mohamed. Nous arrivons à la fin de notre émission, très chers téléspectateurs et chers internautes. Si vous avez un conseil d'autre à ajouter pour ceux qui nous suivent, c'est avec plaisir. Moi, je pense que, déjà, je réitère mes remerciements par rapport à cette invitation. J'ai pas l'habitude des plateaux.
mais c'est vraiment une très belle équipe que je vois autour de moi. Je suis très content de ce moment que j'ai partagé avec vous. Je pense que la communauté doit prendre son destin entre ses mains, ne pas attendre qu'on vienne lui dicter ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire, et venir la financer par des miettes d'investissement non rentables sous forme de dons ou autres. C'est à nous de travailler ensemble, c'est à nous de construire ensemble notre avenir, et chacun est capable de faire la différence et de se positionner sur l'échiquier mondial à partir du continent qui est l'Afrique, qui est le continent où il y a le plus de potentiel aujourd'hui. Et grâce à l'éducation et au digital, on sera capable de devenir la Chine de demain, dans 20 ans, 30 ans, si on y croit, si on travaille et si on se fait confiance l'un à l'autre. Si on se fait confiance, si on y croit, mais surtout si aussi on fait passer l'amour du continent et le devoir ainsi que l'obligation de faire développer, excusez-moi, ce continent. Outre nos différences, nous verrons naître une Afrique selon notre cœur, si on peut dire ça, et selon notre espérance. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci, Monsieur Mohamed, encore une fois, pour avoir répondu présent à notre invitation. Nous rappelons que DNT reste ce plateau, cette plateforme où vous pouvez venir pour parler de ce qui vous passionne, parler de ce que vous avez osé entreprendre. Merci à toute l'équipe de Airland Studio. Moi, je vous dis déjà au revoir, très chers téléspectateurs et chers internautes. Surtout, restez connectés sur les antennes de Airland Studio et à la prochaine. Au revoir.